Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour. Bonjour, Comment est-ce que vous vous appelez? je m'appelle Camille, Camille. Et vous avez quel âge, Camille? j'ai 42 ans. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, je viens de vivre quelque chose de très compliqué et j'y suis encore. Je suis encore dedans cette histoire qui me tiraille. Ça fait 15 ans que j'ai rencontré mon mari et nous avons 9 ans de mariage, une petite fille. Elle a 8 ans. Au mois de fin mars de cette année, il m'annonce qu'il veut divorcer. Je lui dis clairement que je ne veux pas de ce divorce et puis, petit à petit dans les discussions, je lui demande de me dire les raisons pour lesquelles il veut divorcer et il m'avoue, qu'il a, rencontré quelqu'un. Depuis combien de temps? Depuis alors là, à ce moment-là, il me ment un peu sur la durée et il me dit que c'est depuis, octobre, 2024. Alors qu'en réalité, c'est depuis... Juin 2024. D'accord. La raison du mensonge est que, à cette époque-là, je tombe enceinte et je fais une fausse couche. Voilà. Ensuite, bah, s'ensuit, tout un tas de très longues discussions très apaisées entre nous 2, hein, pour, essayer de comprendre l'un et l'autre, où on se reparle de notre relation, de ce qui nous a amenés à ça, parce que j'essaye de comprendre, hein, comment il a pu en arriver là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui l'a animé dans cette recherche de nouvelles relations? Tout ça. Et puis, bah, au fil du temps, il me souffle le chaud et le froid en me disant je reviens. Puis 3 jours après, ben non, finalement, c'est pas une bonne idée. Alors tout ça avec bien évidemment beaucoup de mensonges et de brodage autour de l'histoire. Et puis à chaque fois, il m'annonce en fait qu'il met un terme à sa relation avec cette femme, sans jamais vraiment mettre un terme à cette relation, mais moi j'y crois. Et donc ça se passe entre mars et juin, comme ça, où 3 fois de suite, il me fait le coup et puis en fait, je tombe sur bah, des relevés d'appel parce que je sens que c'est pas très clair, j'ai besoin de savoir et du coup, je fouille un petit peu dans ses affaires pour essayer de voir si ce qu'il me dit est vrai, puisque j'ai du mal à le croire. Et je le sens au fond de moi, mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc je me fais confiance, je fais confiance à mon intuition. Et à chaque fois que je recherche, je découvre des choses. Donc des appels téléphoniques qui durent très longtemps, qui sont parfois tard le soir. Voilà. Donc une première fois, au mois de juin, et à ce moment-là, je lui dis que soit il me choisit, soit il part, mais que je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Je lui demande très clairement d'arrêter toute communication avec cette personne. Il me promet qu'il le fait. Il envoie même un texto à cette personne. Il me fait le screenshot du texto pour me prouver que c'est fini. Il me dit qu'ils se sont fâchés au téléphone. Voilà. Et puis, ben, donc, à partir du 17 juin, je veux y croire. Je veux y croire. Voilà, on a le projet de partir en vacances. Alors, c'est difficile, hein, il y a des jours difficiles. Il y a encore des discussions assez houleuses. Je me pose beaucoup de questions. Je l'interroge énormément sur sa relation avec cette femme. J'ai un besoin de savoir qui est là, qui est tout le temps là et qui n'est jamais assouvi. Donc, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour moi aussi. Mais il me promet de ne plus avoir aucun contact avec cette femme et que son désir est, depuis le mois de mai, depuis le 12 mai où il me le demande pour la première fois, de réparer notre histoire et voilà, de nous écouter, d'apprendre à nous connaître davantage et de nous connaître après cette dure expérience, si je peux parler d'expérience, mais qu'en tout cas, il y a quelque chose qui peut se reconstruire parce qu'on change après ça.
Et entre le moment où il vous annonce qu'il veut se séparer de vous et le moment où il vous dit, en fait, peut-être que je voudrais reconstruire une nouvelle relation avec toi, qu'est-ce qui a fait changer d'avis? Nos discussions, il me dit que ce sont nos longues discussions qui duraient des heures et des heures, parfois des nuits entières. Il me dit qu'il a été, étonné par la manière dont j'ai, abordé les choses avec calme, avec sérénité et le fait que je prenne le temps de l'écouter, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de alors il y a eu des moments de colère bien évidemment, hein, mais que la plupart du temps nos discussions ont pu être apaisées et qu'il a été étonné de me découvrir, aussi engagée dans le fait de vouloir comprendre, ce qui nous avait mené à ça. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il dit, qu'il veut reconstruire? Mmh. Alors, il dit qu'il veut reconstruire, donc en juin, voilà, c'est à ce moment-là et donc c'est un peu compliqué, mais on veut partir en vacances. Moi, entre-temps, j'ai pris un appartement, je suis partie de la maison, pour mettre une distance, hein, pour voir aussi moi comment je me situe dans cette histoire, voilà, tout en se disant que, on allait continuer à se voir et puis pour notre fille aussi, hein, on voulait continuer à se voir et à ce que ça se passe bien et puis une fois que je serai dans mon appartement, voir s'il allait me manquer, si j'allais lui manquer. Est-ce qu'il y allait quelque chose qui allait déclencher, vraiment le fait qu'il montrait qu'on devait être ensemble? Au-delà de mes doutes, en fait, j'avais besoin aussi de me rendre compte que lui m'aimait vraiment et que je pouvais lui manquer. Donc je pars, mais lui continue à avoir des conversations avec cette femme et je le découvre là. Je le découvre. Donc je le découvre une première fois en juin. Entre mai et juin, il me dit qu'il revient, je découvre les conversations. Et entre juin et fin août, il me dit qu'il n'a plus de communication avec cette femme, mais fin août, de nouveau, il y a quelque chose, mon intuition qui me dit, il me ment. Et manque de peau, il a fait une mauvaise manip et il a extrait des conversations de Snapchat sur son ordinateur. Alors, je n'ai pas le contenu des conversations, mais en tout cas, j'ai les heures et les dates de communication. Et c'est bien après le 17 juin, quand je lui demande de tout arrêter avec elle. Le jour-là, je suis dans notre maison. Et puis, il y a ma fille qui est là. Je l'attends et en fait, je dis à ma fille qu'il faut qu'on parte très vite. Et je pars de la maison et je m'en vais et je rentre dans mon appartement et j'accuse le coup. Voilà, il m'a encore menti. Il a brodé, autour du 17 juin quand je lui ai demandé d'arrêter, et qu'il m'a envoyé le screenshot de son texto. Il a brodé tout autour, une grosse engueulade, des regards noirs quand ils se sont croisés, voilà. Il avait mis en place, toutes des paroles, des discours pour me mettre en sécurité, pour me faire penser en tout cas qu'ils étaient fâchés tous les deux, qu'il était en colère contre elle parce qu'elle avait dit des choses pas sympas à mon sujet et que dans tous les cas, elle avait sa colère et que lui, il était clair avec ça et qu'il ne voulait plus du tout avoir de contact avec elle et qu'il n'en aurait plus jamais. Et là, quand je découvre qu'il en a eu encore, nous venons de vacances. Nous avons passé de très belles vacances. On était dans une nouvelle dynamique. J'avançais, alors très doucement, mais j'avançais quand même puisque j'essayais de reconstruire les choses, de ce qui était brisé à l'intérieur de moi aussi. Et de nouveau, je retourne 6 mois en arrière où je découvre que cette femme existe. C'est un peu comme si je découvrais de nouveau qu'elle existait. Et pour moi, en fait, il continuait à me tromper, même s'il me dit qu'il n'y a eu que des échanges téléphoniques et par message. Pour moi, la tromperie continuait. Je me suis sentie fortement humiliée parce que tous les deux étaient d'accord pour continuer à me mentir, elle à son conjoint respectif et lui à moi, puisque j'ai écrit à son conjoint pour lui dire, voilà, tu dois savoir que ton ami a une relation enfin, que mon mari a une relation extra-conjugale avec ton ami, et voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez? Pas du tout. Jamais vu, jamais rencontré. Donc là, vous découvrez que le mensonge a continué de la part de votre mari. Et comment vous avez réagi quand vous avez découvert que le mensonge ne s'arrêtait pas? Donc je suis partie, je lui ai envoyé un message avec une photo de l'écran en lui demandant quand est-ce qu'il rentrait. Et puis il me dit bah j'arrive dans pas longtemps. Je lui dis ah oui, le temps que tu passes par le village où habite cette personne. Et puis là, ben il comprend que j'ai découvert les choses et que voilà. Donc moi je suis dans une colère noire. Je m'en veux de l'avoir cru. Je lui en veux terriblement d'avoir menti délibérément.
alors que chaque jour, je lui demandais, est-ce que vous vous êtes écrit? Je lui avais même proposé, en accord avec ma psy, on en avait parlé, je lui avais proposé de me dire à chaque fois qu'il avait envie ou qu'il ressentait le besoin de lui envoyer un message pour qu'on puisse en discuter tous les deux, en lui promettant que je ne me fâcherais pas. Voilà. Je lui avais dit, si à un moment tu as envie de lui écrire, je suis ouverte. Ok, on va travailler ensemble, il n'y a pas de problème. J'étais prête à ça. Donc, ce qui vous fait le plus souffrir dans cette relation, c'est quoi alors avec lui? C'est que je lui ai donné ma confiance aveugle et qu'il en a abusé encore et encore. Que quand il disait m'avoir choisi, il ne l'a pas fait et que je me sens humiliée parce qu'il la choisissait elle encore et elle savait qu'il me mentait et elle savait ça et du coup il ne me défendait pas, il ne défendait pas notre relation, il défendait pas le fait qu'il voulait revenir vers moi, même s'il me dit que ses intentions n'ont jamais changé et ça il pourra jamais le réparer parce que c'est pas aujourd'hui qu'il va lui envoyer un message pour lui dire maintenant je défends Camille. Donc c'est très compliqué. Je suis en colère, je suis dans la confusion la plus complète. J'ai plus confiance parce qu'il me dit aujourd'hui qu'il a coupé tout contact avec elle après lui avoir envoyé un dernier message pour son anniversaire. Mais je n'y crois pas une seconde. Ouais, normal. Quand il y a des mensonges, c'est difficile d'y recroire. Et j'ai voulu y recroire une première fois, puis une deuxième fois. Et puis cette fois-ci, je crois qu'il a atteint mon niveau de tolérance. Donc c'est compliqué. Oui, et il y a deux choses qui expliquent peut-être sa situation. La première, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le mensonge et pas depuis quelques mois, mais depuis toujours, et c'est un mode de fonctionnement chez lui. Et simplement, ces événements, derniers événements, vous permettent de voir qu'il est capable de mensonge, voilà, et que ça, c'est un vrai problème pour la relation. Il y a peut-être aussi autre chose, c'est que la relation extra-conjugale peut parfois être le fruit d'un sentiment amoureux très fort ou d'une grande attraction euh, et qui entraîne une forme de dépendance, un peu comme un drogué avec son dealer. C'est-à-dire que je l'ai vu de mes propres yeux, des personnes qui sont dans des relations extra-conjugales et qui perdent toute leur lucidité, quoi. Qui sont drogués, qui sont en manque, qui savent pas s'arrêter. C'est pour ça que, en général, moi, quand j'ai un couple qui vient me voir, il y en a un qui a une relation extra-conjugale, je ne demande pas à celui qui a la relation extra-conjugale d'arrêter. Parce que je sais que je vais lui demander quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. À ce stade-là, c'est-à-dire quand on est trop pris sur les émotions, on n'arrive pas à arrêter une relation alors qu'on sait qu'il faudrait qu'on l'arrête, mais on n'arrive pas à l'arrêter. C'est comme si les émotions étaient plus fortes, l'attraction était plus forte, et donc c'est plus fort que lui. Est-ce que vous comprenez un peu que ça peut être deux choses un peu différentes, même si dans les deux cas, il y a du mensonge, je ne le nie pas. Mais on aimerait bien comprendre avec votre mari pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à arrêter la relation avec cette autre femme. Pourquoi est-ce qu'il vous ment? Alors, il m'a expliqué effectivement que c'était plus dur enfin, c'était plus fort que lui, et que quand il envoyait ces messages-là, effectivement, bien souvent, il m'a expliqué aussi qu'il avait c'était pas tant la personne, mais c'était aussi les habitudes desquelles il n'arrivait pas à se détacher, puisque pendant un an, ils ont communiqué tous les jours, et que du jour au lendemain, c'est compliqué de s'arrêter. Mais il m'a aussi avoué qu'il a eu de forts sentiments pour cette femme, qu'il l'a aimée, et que quand on arrive au mois de juin, il nous aime toutes les deux. Voilà ce qu'il me dit. Il nous aime toutes les deux. Il a eu des sentiments pour nous deux. Mais à ce moment-là, je pense qu'ils sont plus forts pour elle que pour moi. Mais il a espoir que les sentiments pour moi peuvent renaître bien mieux que ça, puisque il me dit qu'il voit l'avenir avec moi et pas du tout avec cette femme-là. Ah, ça c'est un point important. Ça, il vous le dit, qu'il n'envisage pas l'avenir avec elle? Il me le dit. Enfin, dès le départ, il me dit que cette relation est vouée à l'échec et que dans tous les cas, il va le droit dans le mur s'il part avec elle. Pourquoi c'est voué à l'échec, cette relation? Ben, je pense que au départ, elle commence déjà dans des conditions qui sont pas optimales pour Ça, c'est sûr. créer, voilà. Et puis, il m'explique aussi qu'à partir du moment où il prononce le mot divorce, il y a quelque chose qui se passe et il se demande, attends, je ne suis pas en train de, enfin, ou le fait de prononcer ce mot fait comme si d'un seul coup il se demandait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, est-ce que je veux vraiment de ce divorce? Enfin, j'ai prononcé le mot maintenant, donc qu'est-ce que je veux vraiment? C'est très important ce que vous partagez là, parce que quand il y a une relation extra-conjugale, c'est évidemment le sens que ça prend dans la vie, dans sa propre vie ou dans la vie de son conjoint qui a cette relation. Et
soit on peut s'envisager complètement avec l'autre, et auquel cas, en général, la relation va s'arrêter, on va divorcer pour vivre cette relation, parce qu'on imagine qu'un futur est possible. Si on l'imagine pas, c'est pour ça peut-être qu'il a des doutes, parce qu'il peut ressentir une très grande attraction, un grand sentiment, et pourtant ne pas arriver à se projeter. Et donc, il a une espèce de tension à l'intérieur entre sa raison et ses émotions, quoi, et son cœur. Je pense que c'est ce qu'il a essayé de m'exprimer à plusieurs reprises. Oui, parce que pourquoi il vous a pas quitté là? Parce qu'il aurait pu partir avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il vous a raconté là. S'il voulait vous quitter, il vous aurait déjà quitté, j'ai envie de dire. Il m'explique que Pas du quand il tout. revient au mois de mai, alors quand il m'annonce le divorce, on est toute fin mars, hein, quasiment début avril, et qu'un mois et demi après, il revient et il veut qu'on se répare, qu'on reconstruise quelque chose. Il me dit qu'il sait que c'est ça qu'il veut, que ses intentions n'ont pas changé et qu'il veut revenir avec moi parce que la relation avec elle est tout simplement impossible, elle est toxique. Il utilise ce mot-là, Oui, il l'a utilisé récemment, donc il commence à prendre conscience qu'il y a un mode de fonctionnement dans la relation qui est pas sain. qui est pas sain, effectivement. Il se demande même si, à un moment, c'est ce qu'il me dit, hein, il se demande si cette personne l'a vraiment aimé, si elle ne l'a pas aussi un peu manipulé, alors que lui, il a plutôt un feeling avec les gens ou quelque chose, et voilà. Et il a des doutes maintenant sur les intentions réelles de cette personne envers lui. Alors bon, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Et il me dit que depuis le 12 mai, quand il vient, ses intentions sont claires pour lui. Il y a un avenir pour nous, mais il n'a pas d'avenir avec elle. Et je suis, euh, en fait, elle lui apporte toute l'insécurité alors que moi, je lui apporte toute la sécurité qui peut attendre et qui peut vouloir dans une relation. Et elle lui apporte toute l'insécurité qu'il pourrait recevoir. Mais pourtant, il est parti dans cette relation tête baissée, parce que tout au long de leur conversation pendant plus d'un an, il m'a expliqué aussi que parfois elle avait des discours un peu, un coup c'était blanc, un coup c'était noir, et que parfois il se demandait qui elle était vraiment. Ou comme des choses de répéter, je suis pas matérialiste, je suis pas matérialiste, je suis pas matérialiste, bah, il a fini par se demander si à force de lui dire, elle l'était pas vraiment. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais en fait où il a aujourd'hui le doute de la personne qu'elle est. Attendez, c'est des éléments vraiment importants que vous partagez parce que s'il commence à avoir les yeux qui s'ouvrent par rapport à la réalité de cette personne, c'est déjà une première grande étape. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que nos émotions peuvent nous entraîner dans des états où on ne se contrôle plus, on n'est plus nous-mêmes. Et vous qui êtes l'épouse de cet homme qui est pris par ses émotions, vous avez face à vous quelqu'un qui a perdu sa lucidité, quoi. C'est vraiment ça. Donc, c'est très déstabilisant parce qu'il peut vous dire quelque chose et puis un jour et puis autre chose le lendemain. Mais imaginez qu'il est en train de traverser une espèce de tempête et vous, si vous voulez sauver votre mariage, c'est de garder le calme, de garder le cap pour que voilà, tout part pas en vrille au moment où lui ne se sent pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que il va falloir attendre que les émotions elles retombent, qu'elles redescendent pour voir ce qu'il veut vraiment. Donc je le redis, mais le point essentiel dans ces situations-là, c'est qu'on ne prend jamais une décision sur le coup de nos émotions. C'est valable pour lui, mais c'est aussi valable pour vous. Vous allez le regretter. Nos émotions, elles sont là, elles viennent nous envoyer plein de messages, mais c'est pas encore le moment où on prend une décision. Vous, dans cette situation qui est immensément désagréable et inconfortable, vous pourriez à un moment dire, bon allez, stop, ça suffit, on s'arrête. Ce serait une erreur. Attendez un peu que les choses se calment pour prendre une décision radicale, irrévocable pour votre vie à tous les deux. Là, on sent que il y a énormément de choses qui se passent. Et puis, pour lui, si je l'avais au téléphone et que je pouvais entendre son histoire, c'est qu'il va falloir aussi que les émotions des sentiments amoureux puissent disparaître pour qu'il puisse voir la réalité en face, quoi. Qui est cette femme et de quel amour est-ce qu'ils s'aiment l'un et l'autre? Parce que les papillons dans le ventre, c'est magnifique, mais ça ne dure pas et parfois ça nous empêche de voir le vrai visage de l'autre. Et le vrai visage, il apparaît que dans du quotidien. Et il n'y a que le temps qui peut nous permettre de le voir. Donc là, vous voyez bien que, dites-vous que le temps est de votre côté. Plus vous arrivez à être patiente, plus vous allez sauver au départ, vous avez des chances de sauver votre relation.
parce que plus le temps passe, plus il va pouvoir se rendre compte des incohérences peut-être de cette personne. En tout cas, là, vous avez donné des éléments très importants, parce que quand il dit, il se projette pas, il commence déjà même à prononcer le mot toxique, il dit que c'est plus fort que lui. Bon, il n'y a rien qui va dans cette relation. Donc, pour l'instant, les signes ne sont pas trop au vert, mais plutôt au rouge écarlate. Donc, ça peut être aussi une passe qu'il est en train de traverser et pas le signe qu'il faut tout détruire dans ce que vous avez construit. Et moi, ce qui me gêne, c'est que au moment où il me dit qu'il arrête une première fois, puis une deuxième fois, et que la deuxième fois, je pense qu'il m'a vraiment choisi. Il ne m'a pas choisi. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec le fait qu'il ait aimé une autre femme que moi et que je n'ai pas eu l'exclusivité. Et j'ai beaucoup de mal qu'il ait pu me regarder droit dans les yeux et me mentir encore et encore et encore à chaque fois que je lui ai donné l'occasion, calmement, de lui dire: j'ai besoin que tu me dises la vérité, vraiment, je dois la connaître. Et il a continué à mentir jusqu'à ce que je découvre les choses à chaque fois, en fait. C'est la première fois qu'il vous ment, il y avait déjà eu des mensonges dans votre couple. Ça, c'est un point important. Il y avait déjà eu du mensonge. Alors, sur des choses, par exemple, il a un accident avec notre voiture. Il avait bu un peu d'alcool. Et puis, en fait, il me dit qu'il s'est tapé un poteau sur le bord de la route. Au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je reçois un appel de l'assurance qui me dit qu'il y a un constat avec une personne. Enfin, voilà. Et donc, je deviens, enfin, je me mets en colère parce que je comprends pas pourquoi il me dit pas que il a tapé dans une voiture. En fait, je vois pas l'objectif et que finalement je le découvre quand même. Donc, c'est un peu le genre de mensonge qu'il fait, ou alors un peu arranger la vérité sur des heures de rentrée, de sortie, sur des lieux où il a pu être alors qu'il y était pas. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ah ouais, donc quand même, il a une bonne capacité au mensonge. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, ça, c'est effectivement problématique pour avoir une relation dans laquelle il y a de la confiance et du coup de la sécurité. Et du coup, je me demande, en fait, aujourd'hui, avec tous ces gros mensonges, je me demande si les petits mensonges que je me disais, oui, bon, c'est surtout pour ne pas m'inquiéter, ou ce qu'il disait aussi, j'avais pas envie de t'inquiéter, ça servait à rien, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, je me dis, mais en fait, enfin, il a toujours bien compris que j'avais un très gros problème avec le mensonge et que quand j'apprenais des choses, ça me mettait hors de moi encore plus que quand il me disait la vérité, mais il l'intègre pas, ça, parce qu'il continue à me mentir délibérément en me regardant droit dans les yeux. Oui, donc ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir avancer avec lui s'il continue à vous mentir ouais, droit dans les yeux. Ok, bah donc là, vous pouvez lui dire c'est pas possible. Et par exemple, samedi, je l'interroge sur la dernière date, sur la dernière communication qu'il a eue avec cette personne. Samedi, pas plus tard que samedi, il me ment sur la date de la dernière communication qu'il a eue avec cette personne, alors que j'ai le message de l'ami de cette personne qui me dit la date exacte, en tout cas de ce qu'elle lui raconte. Donc samedi, il me ment encore sur... voilà. Donc en fait, son discours est jonché de plein de choses qui ne sont pas rassurantes, qui ne me mettent pas du tout en sécurité. Quand il me dit qu'elle est toxique, est-ce qu'il me dit ça pour de nouveau me mettre en sécurité, voilà, ou est-ce qu'il le pense vraiment? Quand il me dit que c'est avec moi qu'il veut avancer et qu'il voit l'avenir, est-ce qu'il le pense vraiment? Est-ce qu'il n'a plus du tout de communication avec cette personne? J'en doute. Le propre du menteur, c'est que c'est quelqu'un qui est profondément lâche. Le menteur est lâche. Le menteur n'a pas de courage. Celui qui est vrai est courageux. Le menteur, non. Dans une situation comme celle qu'il traverse, ce qui va être important, c'est faire preuve de courage, d'oser faire la vérité, de dire la vérité, donc oser dire la vérité à l'autre et prendre une décision. Et c'est d'être courageux de prendre une décision. Là, on sent bien dans le profil de personnalité de cet homme qu'il a énormément de mal à être courageux et à prendre une décision. Donc la décision, c'est est-ce que je reste dans mon mariage avec Camille et je m'engage à renouveler notre relation pour qu'elle soit plus vivante, joyeuse, heureuse, ou est-ce que je la quitte et je reste seule, ou bien je la quitte et j'engage une nouvelle relation avec cette autre femme. Si lui a une difficulté à prendre des décisions courageuses, il va être dans ses mensonges et peut-être qu'il va rester dans cette situation finalement où ça va rendre tout le monde fou parce que vous, c'est immensément inconfortable ce que vous traversez et vous risquez à un moment de dire, écoute, j'en peux plus.
Donc stop, barre-toi, on arrête. Mais elle aussi, on peut imaginer que c'est immensément confortable ce qu'elle traverse parce qu'elle aussi avec un homme qui est, a dû lui dire, hein, c'est sûr, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il a dû lui dire, je vais dire à ma femme que c'est terminé, ce qu'il a fait. Hein. Et après, donc, ah super, on va pouvoir vivre notre relation. Puis en fait, il fait marche arrière. Donc elle, il y a de quoi devenir complètement folle. Du coup, comme elle devient folle, il dit, mais voilà, dis donc, tu es très toxique, tu te comportes mal avec moi, mais en fait, tu n'es pas tout à fait saine d'esprit. Oui, mais une femme ne peut pas être saine comme un homme, hein, mais face à quelqu'un qui prend pas de décision courageuse. Donc, en fait, c'est lui aussi, par son manque de courage et par sa lâcheté, qui va mettre tout le monde dans un état émotionnel absolument catastrophique. Et finalement, c'est les autres qui vont prendre une décision à sa place. Et ça, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Moi, je me demande dans quelle mesure il joue pas sur les deux tableaux et que elle doit certainement avoir plein de défauts, mais aussi plein de belles qualités. Mais l'attitude de votre mari vis-à-vis d'elle la fait aussi briller, quoi. Et il y a de quoi devenir un peu folle quand il y a quelqu'un qui dit je vais quitter ma femme et puis qui le fait pas. C'est pas pour prendre sa défense, c'est pour dire que, à mon avis, c'est son comportement à lui qui est problématique. Alors ça, c'est lui. Maintenant, vous n'avez pas de prise sur lui, vous avez prise que sur vous. Dans cette situation, Camille, de quoi avez-vous besoin pour rester vivante et joyeuse? Ouais, de quoi vous avez besoin là aujourd'hui? J'ai besoin de me sentir en sécurité, émotionnellement. Pour faire face à un homme qui a du mal à prendre des décisions. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir en sécurité émotionnellement là, Camille? Je ne sais même pas. En tout cas, je sais que la sécurité ne peut pas venir de lui. Ok. Ça, c'est sûr. Et en fait, qu'on me considère, quoi. Qu'on me considère et qu'on prenne au sérieux qui je suis, ce que je suis, pour que je retrouve une identité, parce que j'ai perdu une partie de mon identité. J'ai construit mon identité avec lui. Et ce que ferait une femme, on va dire une adulte, face à quelqu'un qui lui ment pour se faire respecter et être considérée, elle ferait quoi face à lui? Ben, je pense tout simplement qu'elle partirait, qu'elle n'écouterait plus ce qu'il a à dire, Bah oui, bien sûr. qu'il n'y a plus d'explications à donner, il n'y a plus de mensonges à donner. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussions à avoir parce qu'on a eu toutes les discussions qu'on devait avoir, mais elles n'ont jamais pu être euh, faites sur la base de la vérité et qu'aujourd'hui, ben, peut-être que j'ai tout entendu et qu'il n'y a plus rien à entendre. Mais vous avez certainement raison dans ce que vous dites. Hein. Il a menti une fois, deux fois, trois fois, bien plus que ça. Et à un moment, on ne peut pas créer une relation de confiance avec quelqu'un qui ment. C'est pas possible, par définition. Donc, il est juste inapte en ce moment à vivre une relation d'adulte à adulte, une relation de confiance. Et vous n'avez aucune obligation de rester euh, lié à quelqu'un qui est inapte en amour. Quand j'ai inapte en amour, je suis très dure, hein. Mais demandez pas à une personne, je sais pas, un tétraplégique à courir le marathon. Il peut pas parce qu'il a ses handicaps. Ben là, vous demandez pas à quelqu'un qui est dans le mensonge et qui arrive pas à être courageux de vivre un mariage. Et il n'est pas capable. Là, il a un problème de capacité. Ça veut dire, et lui, ça vient d'une immaturité. Alors, je vais vous le dire tout de suite parce que je suis obligée de vous le dire, parce que moi, justement, je pense que j'aime bien dire la vérité, je ne peux pas vous mentir. Quelqu'un qui ment, euh, même pour des petites choses de la vie quotidienne, sur les horaires, ou des grandes choses comme un accident, ou des très grosses choses comme une infidélité, va devoir faire un gros travail sur lui pour être capable d'être en vérité. Ça veut dire que ça ne se change pas d'un claquement de doigts. Une personne qui est dans le mensonge, elle a appris à mentir et souvent dans l'enfance. Ça veut dire que c'est un travail thérapeutique sur du temps long qui va lui permettre de se recabler pour être capable d'être en vérité avec les gens autour de lui. Sans ce travail, il va mentir à nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous embarquer de nouveau avec lui, super, formidable, c'est reparti, mais rien ne vous garantit qu'il ne va pas vous mentir à nouveau. Il faut qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'il ment, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à dire la vérité et donc pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à être courageux, pourquoi est-ce qu'il a peut-être peur du conflit, peur de déplaire, etc., etc. Et comment faire autrement. Donc dans tous les cas, ça va prendre du temps pour changer ce comportement. Vous, aujourd'hui, vous avez le droit de dire, écoute, je ne peux pas être en relation avec toi parce que la base, mais non négociable dans une relation, c'est la sécurité. Dès lors que tu es dans le mensonge, il y a de l'insécurité, il y a un manque de confiance. Et moi, je peux pas être bien, je peux pas être du côté des vivantes, je peux pas être joyeuse et heureuse si je suis face à un menteur. Je peux pas. Et donc là, je vais prendre la distance.
et on prendra le temps de distance nécessaire pour que tu te recables. D'abord que tu saches ce que tu veux, mon coco, vas-y, me prends ta décision. Et après, que tu te recables pour être capable de vivre une belle histoire d'amour avec moi. Quand je dis ça, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? C'est un peu dur, hein, ce que je dis, mais Alors ma tête, c'est tout ça, mais mon corps, en tout entier, crie la douleur de me séparer de lui. se séparer de lui, ça signifierait quoi pour vous? J'ai pas dit divorcer, hein, j'ai dit se séparer géographiquement, là, faire un temps de pause. C'est bête, hein, mais j'ai pas confiance, Pas confiance en quoi? ben, en ce qu'il va faire, où il va aller, ce qu'il va sortir, ce qu'il va boire, ce qu'il va rencontrer des femmes, qu'est-ce qu'il va leur raconter. Donc vous avez perdu le contrôle sur lui? Ouais, ouais. Est-ce qu'il va pouvoir, en étant éloigné de moi géographiquement, physiquement, se comporter comme quelqu'un qui n'est pas célibataire, puisque ça ne sera pas le cas. Donc vous avez peur de le perdre? J'ai peur, oui. Oui, oui, oui. Vous avez souvent eu peur de le perdre? Oui, 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 souvent, oui. Quand je me mettais en colère pour des bonnes raisons que j'avais, aujourd'hui, je me rends compte que les raisons pour lesquelles je me mettais en colère, elles n'étaient pas non plus, enfin, c'était pas démesuré. Je pense que je me mettais en colère et qu'après, je m'en excusais pour la simple et bonne raison que j'avais peur que si il se mettait lui en colère contre moi, ça puisse lui faire dire qu'il allait me quitter, quoi. Que elle me saoule avec ses histoires, quoi. En gros, basta. Oui, donc l'insécurité, elle date pas d'aujourd'hui, là. Elle est vieille. Elle est vieille, ouais. Et ça, c'est un bon gros dossier, là, que vous êtes en train de me sortir. Parce que, en fait, Camille, si vous dites, si je ne suis pas à ses côtés au quotidien, il pourrait boire à outrance, faire n'importe quoi comme sortie, il pourrait me tromper, etc. Euh, Est-ce que vous êtes avec lui pour les bonnes raisons? Je ne sais pas. Je l'ai choisi comme le père de ma fille. Imaginez qu'en fait, vous avez un éloignement géographique avec lui pour un temps, parce que là, il faut que chacun puisse retrouver ses esprits, se reconstruire, et que là, il commence à faire n'importe quoi. Vous allez penser quoi de lui? Ben, qu'il faut que je me sauve, dans tous les sens du terme. Ah bah oui, complètement. Si cet homme, après 15 ans de relation, une fille ensemble, vous avez quand même 42 ans, on ne parle pas d'adolescent de 13 ans là, n'est pas capable de pouvoir bien se comporter pendant un temps, ferait n'importe quoi dès lors qu'il est plus en relation avec vous, est-ce que c'est une personne de qualité? Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'on vous souhaite, Camille? Non, et je le souhaite pas pour moi, pour le reste, pour la continuité de ma vie, pour ma santé mentale. Non, c'est pas possible. Vous n'êtes pas sa mère à devoir le surveiller qu'il fasse pas des bêtises. Vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes, non? Oui, il m'a proposé d'ailleurs, hein, de mettre quelque chose pour le tracer, pour me redonner, enfin pour me montrer que il ne va plus la voir, qu'il n'a plus de contact, tout ça, mais je ne veux pas vivre comme ça et j'ai refusé. Vous avez raison d'avoir refusé. Bien, bien joué là, parce que là, c'est un piège. Je n'ai jamais vécu comme ça et il est hors de question que demain j'accepte de vivre comme ça. On vit pas, enfin c'est pas une vie ça. Vous avez raison. En tout cas, c'est pas la mienne. Mais non, bien sûr, personne ne devrait accepter ça parce que quand vous épousez un homme, vous décidez pas d'être sa maman qui va le surveiller, qu'il ne fasse pas de bêtises. Vous êtes sa femme, vous avez envie d'être aimé, respecté, choyé et construire des beaux projets avec lui. C'est pas le concept là de la relation de couple. Et là, on voit bien, c'est une forme d'immaturité. Et le problème, c'est que l'immaturité affective empêche le mariage heureux. Et ça, c'est pas votre problème à vous au départ, c'est son problème à lui. Sauf que là où ça devient votre problème, c'est que vous aussi, vous avez très peur d'être seul, j'ai l'impression. J'ai pas la sensation d'avoir cette peur-là. Après, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble, qu'on fait tout ensemble. On avait aussi des projets, on a des amis communs, donc il y a beaucoup de choses qui font peur. Oui, je comprends. J'ai quitté la maison quand même et j'ai pris mon appartement, donc je suis quelque part seule quand je rentre chez moi le soir et que ma fille n'est pas avec moi. Mais j'ai pas la sensation d'avoir peur de ça, mais j'ai peur de beaucoup de choses comme notre vie sociale, nos projets. Et puis, c'est aussi accepter que notre relation est terminée, mais qu'elle n'a peut-être pas été aussi belle que ce que je l'imaginais. C'est tout remettre en question finalement. En fait, ce qui me vient, Camille, dans ce que vous partagez, c'est qu'à ce stade-ci, avec tout ce que vous m'avez confié, on ne peut pas savoir si c'est l'effet d'une crise, comme cette fameuse crise de la quarantaine, et donc il y a une espèce de crise d'adolescence, mais version adulte, avec justement challenger les interdits, le mensonge, on teste, bref, on a besoin de nouveau se sentir vibrer. Bref,
crise de la quarantaine, donc crise d'adolescence à l'âge adulte, et qu'en fait, à la faveur de cette crise, il va pouvoir avoir l'occasion, s'il le souhaite, de grandir et que ses immaturités puissent être transformées pour qu'il puisse enfin avoir une posture d'adulte. Donc en gros, c'est un mauvais passage, un mauvais moment qui est vraiment très déstabilisant, ça je vous l'accorde totalement, mais qui peut être une occasion de croissance. Ça, c'est la première option. Donc, l'autre option, c'est qu'il y a fondamentalement quelque chose chez lui qui le rend inapte à un amour vrai, sincère, qu'il n'a pas envie de faire ce travail sur lui et qu'il va faire donc un autre choix et auquel cas il serait bien de se séparer. Mais vous, aujourd'hui, vous ne savez pas. Et peut-être que une suggestion, vous la prenez ou pas, c'est d'essayer de voir en fait comment vous pouvez gérer cette crise en gardant, je reviens sur mon conseil, sur garder le cap et rester calme dans cette tempête. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez comme type de relation. Et vous n'allez pas commencer à négocier avec vos valeurs profondes. D'accord ? Donc, vous n'allez pas vous laisser entraîner vers un truc complètement bancal, foireux, etc. Mais par contre, vous ne prenez pas de décision aujourd'hui. Vous attendez, j'ai envie de dire, au moins 1 an, j'aurais plutôt tendance à vous dire au moins 2 ans, avant de prendre une décision sur la suite, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer chez lui. À ce stade-ci, franchement, on n'en a aucune idée. Et donc peut-être de prendre la distance qu'il faut pour que vous restiez vivante, que vous puissiez continuer votre vie, vous puissiez bien vous occuper de votre fille, que vous ne soyez pas malmenée par toutes ces up and down et ces changements de plan permanents, d'accord ? Donc prenez soin de vous. Peut-être cette séparation, elle va être un peu nécessaire, mais ne prenez pas une décision actuellement. Laissez un petit peu le temps faire son œuvre. Je dis toujours ça, mais vraiment laissez les choses un peu décanter et voir ce qui se passe quand le calme revient. Ça, c'est la suggestion que j'aimerais bien vous proposer. Mais je vois le temps qui passe, on va devoir s'arrêter alors que vous apportez des sujets tellement, tellement importants. Comment vous vous sentez là au terme de cette discussion qu'on a ensemble ? C'est des choses qui font écho en moi. Ce sont des choses qui résonnent. Il me dit qu'il est dans une vraie démarche de changement. Il a entrepris une thérapie. Il veut qu'ensuite on puisse faire une thérapie de couple. C'est bon signe ça, hein ? Voilà, il me dit qu'il a vraiment un désir de changer, que parfois il comprend pas pourquoi il a fait les choses, mais il les a faites, c'est comme ça. Et voilà, mais moi, du coup, j'ai du mal à prendre ses paroles au sérieux et à vraiment croire ce qu'il me dit. Vous avez raison, vous allez prendre le temps parce que la confiance, quand elle est abîmée, il faut beaucoup de temps pour la restaurer et elle va être restaurée par des actes concrets. Vous allez voir que vous pouvez à nouveau lui faire confiance. Mais ça va prendre un peu de temps. C'est normal en tout cas qu'aujourd'hui ce soit difficile. Oui. Comment vous vous sentez là tout de suite ? Bien. Voilà, c'est des choses qui résonnent en moi, qui ne me paraissent pas totalement incohérentes. Et donc vous vous sentez comment quand vous dites je me sens bien, je me sens ? Un peu plus légère, avec le fait de me dire qu'effectivement, il faut pas précipiter les choses et que je dois m'accorder moi aussi le temps dont j'ai besoin pour voir ce qui se passe, même en moi, tout simplement, et ce dont moi j'ai envie vraiment. Et voilà. Exactement, vous avez tout compris. Et vous allez voir ce qui va se passer. Comme une évidence, vous allez vouloir restaurer votre relation et vraiment consolider votre lien, ou comme une évidence, la séparation va s'imposer à vous, mais laissez un petit peu le temps pour que l'évidence revienne. D'accord ? Pour l'instant, personne ne voit clair dans cette situation. Et parfois, la séparation géographique, même souvent, elle peut un peu nous permettre de nous calmer. Vous savez, un peu comme des enfants qui se chamaillent, on leur dit, allez, chacun vous allez dans une chambre pour vous calmer. Nous, les adultes, c'est pareil. D'accord ? Ça ne veut pas dire divorce. Ça veut dire juste, ouf, pause. On prend le temps là de chacun se retrouver pour savoir ce que l'on veut profondément. Courage à vous et merci pour votre confiance. Merci beaucoup pour votre écoute et vos conseils. Au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi, je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.